Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Des fleurs pour Algernon. De Daniel Keyes. Treizième partie. Compte rendu numéro 16. 14 juillet. C'était un mauvais jour pour aller à Warren, gris et borineux, et cela explique peut-être la dépression qui m'étreint quand j'y pense. Ou peut-être, sans que je me veuille me l'avouer, est-ce l'idée d'y être envoyé qui me bouleverse. J'ai emprunté la voiture de Burt. Alice voulait venir avec moi, mais il fallait que je sois seul. J'ai caché à Faye cette visite. C'est l'affaire d'une demi-heure d'auto pour aller jusqu'à ce village agricole de Warren dans Long Island, et je n'ai pas eu de difficulté à trouver l'endroit. Un immense domaine grisâtre qui se signale au monde extérieur par une entrée encadrée de 2 piliers de béton au bord d'une petite route de traverse et une plaque de cuivre bien astiquée où l'on peut lire « Warren State Home and Training School ». Un panneau limitait la vitesse à 30 km/h. Je passais donc lentement devant les grands bâtiments, à la recherche des bureaux de l'administration. Un tracteur venait dans ma direction, à travers la prairie. En plus de l'homme qui était au volant, 2 autres étaient accrochés à l'arrière. Je passais la tête par la fenêtre de ma voiture et je criais « Pouvez-vous me dire où est le bureau de Mr. Winslow ?» Le conducteur arrêta le tracteur et fit un signe en avant vers la gauche. « À l'hôpital principal, tournez à gauche puis à droite. » Je ne pus m'empêcher de remarquer le jeune garçon effaré qui se cramponnait à l'arrière du tracteur. Il n'était pas rasé et il avait un vague sourire vide. Il portait un chapeau de marin avec le bord rabattu enfantinement pour protéger ses yeux, bien qu'il n'y eût pas de soleil. Je croisai un instant son regard, ses yeux écarquillés, interrogateurs, et je dus détourner les miens. Quand le tracteur repartit, je vis dans le rétroviseur qu'il continuait de me regarder avec curiosité. Cela me bouleversa. Il me rappelait Charlie. Je fus surpris de découvrir que le psychologue en chef était très jeune, un grand garçon mince, avec un visage marqué par la fatigue. Mais le calme assuré de ses yeux bleus révélait une force de caractère au-delà de leur expression juvénile. Il me fit faire le tour de la propriété dans sa propre voiture et me montra le hall de récréation, l'hôpital, l'école, les bureaux administratifs et les pavillons de briques à 2 étages qu'il appelait les cottages et où vivaient les pensionnaires. Je n'ai pas vu de clôture autour de l'asile, dis-je. Non, il n'y a qu'une grille à l'entrée et des haies pour écarter les curieux. Mais comment empêchez-vous vos pensionnaires de s'en aller, de quitter le domaine? Il haussa les épaules et sourit. En fait, nous ne le pouvons pas. Quelques-uns s'en vont, mais la plupart reviennent. Ne cherchez-vous pas à les rattraper? Il me regarda comme s'il essayait de deviner ce qui pouvait se cacher derrière ma question. Non, s'ils créent des perturbations, nous la prenons vite par les gens de la ville, ou bien la police les ramène. Et si ce n'est pas le cas? Si nous n'entendons pas reparler d'eux ou qu'ils ne donnent pas de nouvelles, nous présumons qu'ils ont pu s'adapter de quelque manière satisfaisante au monde extérieur. Il faut que vous compreniez, Mr. Gordon, que cet asile n'est pas une prison. L'État exige, en principe, que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour récupérer nos pensionnaires, mais nous ne sommes pas équipés pour surveiller étroitement et en permanence 4000 personnes. Ceux qui se débrouillent bien pour s'échapper sont tous des arriérés supérieurs, bien que nous n'en accueillons plus beaucoup de ce genre. Actuellement, nous recevons davantage des cas de lésions cérébrales qui exigent une surveillance constante. Les arriérés supérieurs peuvent aller et venir plus facilement, et, au bout d'une semaine environ, la plupart d'entre eux reviennent quand ils découvrent qu'au dehors rien n'est fait pour eux. Le monde ne veut pas d'eux et ils s'en rendent vite compte. Nous sommes descendus de voiture et nous avons marché jusqu'à l'un des cottages. À l'intérieur, les murs étaient carrelés de blanc et une odeur de désinfectant planait dans le bâtiment. Le hall du rez-de-chaussée s'ouvrait sur une salle de récréation où environ 75 garçons étaient assis en attendant qu'on sonne la cloche du déjeuner. Ce qui attira immédiatement mon œil, ce fut l'un des plus grands, sur une chaise, dans un coin, qui berçait dans ses bras un autre garçon de 14 ou 15 ans.
Ils se tournèrent tous pour nous regarder quand nous entrâmes, et quelques-uns des plus hardis s'approchèrent et m'examinèrent. « Ne vous inquiétez pas, dit-il en voyant mon expression. Ils ne vous feront pas de mal. » La personne qui était chargée de l'étage, une belle femme solidement charpentée, avec des manches retroussées et un tablier de coton sur sa jupe blanche empesée, s'avança vers nous. À sa ceinture pendait un trousseau de clés qui s'entrechoquait tandis qu'elle marchait, et ce n'est que lorsqu'elle se tourna que je vis que le côté gauche de son visage était couvert d'une grande tache lie de vin. « Nous n'attendions personne aujourd'hui, Ray, dit-elle. Vous ne m'amenez habituellement des visiteurs que le jeudi. »« Je vous présente Mr. Gordon, Thelma, de l'université Beekman. Il ne veut que jeter un coup d'œil pour se faire une idée du travail que nous faisons ici. Je savais que cela n'avait pas d'importance avec vous, Thelma. Tout est toujours bien chez vous, quel que soit le jour. »« Ouais, fit-elle en riant. Mais le mercredi, nous retournons les matelas. Cela sent bien meilleur ici le jeudi. » Je remarquai qu'elle se tenait à ma gauche de façon que la tache de son visage soit cachée. Elle me fit visiter le dortoir, la buanderie, les réserves et la salle à manger où le couvert était mis, n'attendant plus que les plats qu'allait livrer l'intendance centrale. Elle souriait en parlant et son expression, sa coiffure en chignon au sommet de la tête, la faisait ressembler à une danseuse de Toulouse-Lautrec, mais elle ne me regardait jamais en face. Je me demandais ce que serait pour moi de vivre ici sous sa surveillance. « Ils sont assez convenables dans ce bâtiment, dit-elle, mais vous savez ce que c'est. 300 garçons, 75 par étage, et nous ne sommes que 5 pour veiller sur eux. Ce n'est pas facile de les tenir en main, mais c'est bien mieux que dans les cottages sales. Le personnel, là, ne reste pas longtemps. Avec des bébés, on n'y fait pas tellement attention, mais quand ils arrivent à l'âge adulte et qu'ils ne peuvent toujours pas prendre soin d'eux-mêmes, cela devient d'une saleté sans nom. »« Vous me semblez être une très gentille personne, dis-je. Les garçons de ce pavillon ont de la chance de vous avoir comme surveillante. » Elle rit franchement, en regardant toujours devant elle et en découvrant ses dents blanches. « Ils ne sont ni mieux ni plus mal que les autres. J'aime beaucoup mes garçons. Ce n'est pas un travail facile, mais on est récompensé quand on sait combien ils ont besoin de vous. » Son sourire la quitta un instant. « Les enfants normaux grandissent trop vite. Ils cessent d'avoir besoin de vous. Ils s'en vont de leur côté, oublient qu'il les a aimés et a pris soin d'eux. Mais ceux-là ont besoin de tout ce que vous pouvez leur donner, toute leur vie. » Elle rit de nouveau, embarrassée de son sérieux. « Le travail est dur ici, mais il en vaut la peine. » Quand nous revînmes en bas, où Winslow nous attendait, la cloche du déjeuner sonna et tous les garçons se rendirent en rang à la salle à manger. Je remarquai que l'adolescent, qui tout à l'heure tenait un plus petit garçon dans ses bras, le conduisait à table en le tenant par la main. « Étonnant, dis-je, en les montrant d'un signe de tête. Winslow hocha la tête lui aussi. « Le grand, c'est Jerry, et l'autre est Dusty. Nous voyons souvent cela ici. Quand personne n'a le temps de s'occuper d'eux quelquefois, ils en savent assez pour rechercher un contact humain, une affection entre eux. » Alors que nous passions devant l'un des autres cottages en nous dirigeant vers l'école, j'entendis un cri suivi d'un gémissement, repris et répété par 2 ou 3 autres voix. Il y avait des barreaux aux fenêtres. Winslow eut l'air gêné pour la première fois de cette matinée. « Un cottage de haute sécurité, » expliqua-t-il, « des arriérés atteints de troubles émotionnels. S'ils en avaient l'occasion, ils se feraient du mal ou en feraient aux autres. Nous les mettons dans ce cottage-car, toujours enfermés. » Des patients atteints de troubles émotionnels ici? Ne devraient-ils pas être dans des hôpitaux psychiatriques? « Oh, bien sûr, » dit-il. « Mais leur cas est difficile. Certains, qui sont des cas limites, ne sombrent dans les troubles émotionnels qu'après avoir été ici un certain temps. D'autres nous ont été envoyés par les tribunaux et nous ne pouvons faire autrement que de les admettre, même s'il n'y a réellement pas de place pour eux. Le vrai problème est qu'il n'y a de place pour personne nulle part. Savez-vous combien il y en a sur notre liste d'attente? 1400. Et nous n'aurons peut-être de la place que pour 25 ou 30 d'entre eux, d'ici la fin de l'année. » Où sont ces 1400 en ce moment? Dans leur famille, quelque part au dehors, attendant une place ici ou dans une autre institution. Voyez-vous, notre problème d'espace n'est pas le même que celui des hôpitaux encombrés. Nos patients viennent généralement ici pour y demeurer le reste de leur vie. Comme nous arrivions au bâtiment neuf de l'école, une construction sans étage, en verre et en béton, avec de grandes baies, j'essayais de m'imaginer ce que ce serait de me trouver dans ces longs couloirs, en tant que pensionnaire. Je me vis au milieu d'une rangée d'hommes et d'adolescents attendant d'entrer dans une salle de classe. Peut-être serais-je l'un de ceux qui poussaient un autre garçon dans un fauteuil roulant, ou qui en guidaient un par la main,
ou qui en tenaient un plus jeune dans leurs bras. Dans l'une des classes de menuiserie, un groupe de grands fabriquait des bancs sous la direction d'un professeur. Ils se rassemblèrent autour de nous en me regardant avec curiosité. Le professeur posa sa scie et vint vers nous. « Je vous présente Mr. Gordon de l'université Beekman, » dit Winslow. « Il veut jeter un coup d'œil sur quelques-uns de nos pensionnaires. Il songe à acheter l'établissement. » Le professeur rit et montra ses élèves. « Eh bien, s'il l'achète, faudra qu'il nous prenne avec. Faudra aussi qu'il nous procure davantage de bois pour travailler. » Il me fit faire le tour de l'atelier. Je remarquai à quel point ces garçons étaient étrangement calmes. Ils s'activaient à leur travail, à poncer ou à vernir les bancs terminés, mais ils ne parlaient pas. « Ce sont mes élèves si silencieux, vous savez, » dit-il, comme s'il sentait ma question implicite. « Sourds, muets. Nous en avons une bonne centaine ici, » expliqua Winslow, au titre d'une étude spéciale financée par le gouvernement fédéral. C'était incroyable, qu'ils étaient démunis, désarmés par rapport aux autres êtres humains, arriérés mentalement, sourds, muets, et pourtant, ils ponçaient ardemment des bancs. L'un des garçons qui était en train de serrer un bloc de bois dans la presse de son établi arrêta ce qu'il faisait, toucha le bras de Winslow et désigna le coin où de nombreux objets achevés séchaient sur des étagères de présentation. Il montra un pied de lampe sur la seconde étagère, puis se montra lui-même. C'était un travail malhabile, instable, mal fini, au vernis épais et inégal. Winslow et le professeur lui en firent grand compliment. Le garçon eut un sourire d'orgueil et me regarda, attendant aussi mes éloges. « Oui, vraiment, » dis-je en exagérant l'articulation des mots. « C'est très bien, très joli. » Je le dis parce qu'il en avait besoin, mais cela sonnait creux en moi. Le garçon me sourit, et quand nous fûmes sur le point de nous en aller, il s'approcha et me toucha le bras pour me dire au revoir. Cela me serra le cœur, et j'eus beaucoup de peine à maîtriser mon émotion jusqu'à ce que nous fussions de nouveau dans le corridor. Le principal de l'école était une petite dame dodue, maternelle, qui me fit asseoir devant un grand graphique aux indications calligraphiées montrant les différents types de patients, le nombre d'enseignants affectés à chaque catégorie et les sujets en cours d'étude. « Bien entendu, expliqua-t-elle, nous ne recevons plus beaucoup de patients à QI relativement élevés. Les QI de 60 à 70 sont de plus en plus pris en charge dans des classes spéciales des écoles communales ou dans des établissements particuliers qui s'occupent d'eux. La plupart de ceux que nous recevons sont capables de vivre au dehors, dans des maisons d'accueil, dans des pensions de famille, et travaillent à des tâches simples dans des fermes, des ateliers ou des blanchisseries. »« Ou des boulangeries, suggérai-je. Elle plissa le front. « Oui, je crois qu'ils pourraient. Nous classons donc aussi nos enfants ? Je les appelle tous des enfants, quel que soit leur âge, ce sont tous des enfants ici. Nous les répartissons entre propres et sales. Cela rend l'administration de leur cottage beaucoup plus facile, si l'on peut les classer de cette manière. Certains des sales sont des cas graves de lésions cérébrales qu'on garde dans des lits spéciaux et qui seront soignés de cette manière jusqu'à la fin de leur jour. Ou jusqu'à ce que la science trouve un moyen de leur porter secours. « Oh !» m'expliqua-t-elle avec un sourire. « Je crains qu'il ne soit au-delà de tout secours. » Personne n'est au-delà de tout secours. Elle me considéra avec incertitude. « Non, non, bien sûr, vous avez raison. Il faut toujours espérer. » Je l'avais rendue nerveuse. Je souris intérieurement à la pensée de ce que ce serait si l'on me ramenait ici pour être l'un de ses enfants. Serais-je propre ou non? Une fois revenus dans le bureau de Winslow, nous prîmes le café en bavardant de son travail. « On est bien ici, dit-il. Nous n'avons pas de psychiatre attaché à l'établissement, seulement un consultant qui vient une fois par quinzaine. C'est tout aussi bien. Tous les membres du personnel psychiatrique se dévouent à leur travail. J'aurais pu engager un psychiatre, mais avec le salaire qu'il aurait fallu lui payer, je peux engager 2 psychologues, des gens qui ne craignent pas de faire don d'une partie d'eux-mêmes à ces pauvres gens. » « Que voulez-vous dire par une partie d'eux-mêmes » Il me considéra un instant, puis, dans sa lassitude, passa une colère. « Il y a un tas de gens qui veulent bien donner de l'argent ou des choses, mais très peu qui donneraient du temps ou de l'affection. C'est cela que je veux dire. » Sa voix devint âpre, et il me désigna un biberon vide sur un rayon de la bibliothèque de l'autre côté de la pièce. « Vous voyez ce biberon ?» Je lui dis que je m'étais demandé ce qu'il faisait là en entrant dans son bureau. « Eh bien, combien de personnes connaissez-vous qui seraient disposées à prendre un homme adulte dans leurs bras et à lui donner le biberon, et à risquer que le pauvre Uri nous fasse ses besoins sur eux? Vous semblez surpris.
Vous ne pouvez pas comprendre cela, n'est-ce pas, du haut de votre tour d'ivoire de chercheur? Que savez-vous de ce que cela signifie d'être exclu de toute expérience humaine comme nos passions l'ont été? » Je ne pus réprimer un sourire, et il se méprit apparemment car il se leva et mit brusquement fin à notre conversation. Si je reviens ici pour y demeurer et qu'il découvre toute mon histoire, je suis certain qu'il comprendra. Il est homme à pouvoir le faire. Dans l'auto, en quittant l'asile Warren, je ne savais que penser. Une sensation de grisaille glacée m'enserrait, un sentiment de résignation. Il n'avait pas été question de rétablissement, de guérison, d'envoyer un jour ces malheureux reprendre une place dans le monde. Personne n'avait parlé d'espoir. C'était une sensation de mort vivante, ou même pire, de n'avoir jamais vraiment eu de vie ni de conscience. Des êtres vides dès l'origine et condamnés à rester dans le vague du temps et de l'espace de chacun de leurs jours. Je m'interrogeais sur la surveillante du cottage avec son visage taché de rouge, le professeur Begg de l'atelier et la directrice maternelle, et le jeune psychologue à l'air là, et j'aurais voulu savoir ce qui les avait conduits à venir là, travailler et se dévouer à ces êtres rudimentaires. Comme ce garçon qui tenait un de ses cadets dans ses bras, chacun d'eux avait trouvé une satisfaction profonde en faisant don d'une partie de lui-même à ceux qui étaient si dépourvus. Mais qu'en était-il de ce que l'on ne m'avait pas montré? Bientôt, je reviendrai peut-être à Warren pour y passer le reste de mes jours avec les autres. À attendre. 15 juillet. Je remets de jour en jour une visite à ma mère. Je veux la voir, et je ne le veux pas avant d'être certain de ce qui va m'arriver. Voyons d'abord comment va mon travail et ce que je découvre. Algernon refuse maintenant de courir dans le labyrinthe. Sa motivation générale a décru. Je suis allé la voir aujourd'hui, et cette fois Strauss était là, lui aussi. Nemur et lui avaient l'air d'être très perturbés en regardant Burt la faire manger de force. C'est étrange de voir cette petite boule de poil blanc attachée sur la table de travail et Burt lui ingurgitant la nourriture avec un compte-gouttes. Si cela continue, il faudra qu'il se mette à l'alimenter par injection. En regardant Algernon se débattre cet après-midi dans ses minuscules attaches, je les sentais autour de mes bras et de mes jambes. J'en étouffais et j'ai dû sortir du labo pour prendre l'air. Il faut que je cesse de m'identifier à elle. Je suis allé au Murray's Bar et j'ai bu quelques verres. Puis j'ai appelé Faye et nous avons fait la tournée des boîtes. Faye n'est pas contente parce que je ne l'emmène plus danser. Elle s'est mise en colère et m'a laissé en plan hier soir. Elle n'a aucune idée de mon travail et ne s'y intéresse pas. Quand j'essaie de lui en parler, elle ne fait aucun effort pour cacher son ennui. Elle ne veut pas se faire de soucis et je ne peux le lui reprocher. Elle ne s'intéresse qu'à 3 choses autant que je puisse en juger. Danser, peindre et faire l'amour. Et la seule que nous avons en fait de commun, c'est l'amour. Il est stupide de ma part de vouloir l'intéresser à mon travail. Elle va donc danser sans moi. Elle m'a dit avoir rêvé l'autre nuit qu'elle était entrée dans l'appartement, avait mis le feu à tous mes livres et tous mes papiers, et que nous nous étions mis à danser autour des flammes. Il faut que je fasse attention, elle devient possessive. Je viens de m'apercevoir ce soir que chez moi cela commence à ressembler à son appartement, un fouillis désordonné. Il faut que je boive moins. 16 juillet. Alice a rencontré Faye hier soir. J'avais été inquiet de ce qui se produirait si elle se trouvait face à face. Alice était venue me voir après avoir appris par Burt l'état d'Algernon. Elle sait ce que cela peut signifier et elle se sent toujours responsable de m'avoir encouragé au départ. Nous avons pris le café et bavardé assez tard. Je savais que Faye était allée danser au Stardust Ballroom. Je ne m'attendais donc pas à ce qu'elle rentre aussitôt chez elle. Mais vers 1h03 du matin, l'apparition soudaine de Faye sur l'escalier de secours nous fit sursauter. Elle cogna, poussa la fenêtre entr'ouverte et sauta en valsant dans la pièce, une bouteille à la main. « Je m'invite à votre petite soirée, dit-elle. J'ai apporté de quoi boire. » Je lui avais dit qu'Alice collaborait au programme en cours à l'université, et au début, j'avais parlé de Faye à Alice. Elles ne furent donc pas surprises de se rencontrer. Et après s'être considérées pendant quelques secondes, elles se mirent à discuter d'art et aussi de moi, et tout cela en paraissant complètement oublier que j'étais là, près d'elles. Elles se plaisaient mutuellement. « Oh, je vais faire du café, dis-je, et je m'en fus dans la cuisine pour les laisser seules. » Quand je revins, Faye, qui avait quitté ses souliers, était assise sur le plancher et buvait le gin à la bouteille. Elle était en train d'expliquer à Alice que, à son avis, rien n'était meilleur que les bains de soleil pour le corps humain
et que les colonies nudistes étaient la solution aux problèmes moraux du monde. Alice riait nerveusement à la proposition de Faye qui voulait que nous nous inscrivions tous dans une colonie de nudistes. Elle se pencha en avant et accepta le verre de gin que Faye lui avait versé. Nous restâmes assis à discuter jusqu'à l'aube, et j'insistai pour accompagner Alice chez elle. Quand elle protesta que ce n'était pas nécessaire, Faye m'appuya en déclarant qu'elle serait folle de s'en aller seule dans les rues à cette heure. Je descendis donc avec elle, et je hélai un taxi. « Elle a je ne sais quoi, » dit Alice en chemin. « Sa franchise, sa candeur confiante, sa générosité désintéressée. » Je le reconnus volontiers. « Et elle t'aime, » dit Alice. « Non, elle aime tout le monde, déclarai-je. Je ne suis que le voisin d'en face. »« N'es-tu pas amoureux d'elle ?» Je secouai la tête. « Vous êtes la seule femme que j'ai jamais aimée. Ne parlons pas de cela. Alors, vous me privez d'un grand sujet de conversation. » « Il n'y a qu'une chose qui m'ennuie, Charlie. Que tu boives tant. J'ai entendu parler de ce qui s'ensuit parfois. » Dites à Burt qu'il limite ses observations et ses rapports aux données expérimentales. Je ne veux pas qu'il vous empoisonne sur mon compte. Je peux me débrouiller en ce qui concerne la boisson. J'ai déjà entendu cela, mais jamais venant de moi. C'est la seule objection que j'ai contre elle, dit-elle. Elle t'a entraîné à boire et elle t'empêche de faire ton travail. Je peux me débrouiller avec cela aussi. Ce travail est maintenant très important, Charlie. Non seulement pour le monde et des millions d'inconnus, mais pour toi. Charlie, il faut que tu trouves la solution de ce problème pour toi aussi. Ne laisse personne te lier les mains. Ah, voilà enfin la vérité qui apparaît. Vous voudriez que je la voie moins souvent. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que vous avez voulu dire. Si elle m'empêche de faire mon travail, il faut que je la raye de ma vie. Non, je ne pense pas que tu doives la rayer de ta vie. Elle te fait du bien. Tu as besoin d'une femme qui connaît la vie comme elle la connaît. Vous aussi, vous pourriez me faire du bien. Elle détourna les yeux. Pas de la même manière qu'elle. Elle me regarda de nouveau en face. Je suis venue ce soir chez toi, prête à la haïr. Je voulais ne la voir que comme une fille aussi méprisable que stupide, dont tu t'étais encombrée. J'avais de grands projets pour m'interposer entre vous et te sauver d'elle malgré toi. Mais maintenant que je l'ai rencontrée, je me rends compte que je n'ai pas le droit de juger sa conduite. Je pense qu'elle te fait du bien. Et cela me désarme. J'ai de la sympathie pour elle, même si je la désapprouve. Mais il n'empêche que, si tu dois boire avec elle et passer tout ton temps à danser avec elle dans les boîtes de nuit et les cabarets, alors elle est un obstacle sur ton chemin. Et c'est un problème que toi seul peux résoudre. Encore un de plus, dis-je en riant. En es-tu capable? Tu tiens profondément à elle, je le sens. Pas si profondément. Lui as-tu dit la vérité sur toi? Non. Je la vis se détendre imperceptiblement. En gardant mon secret pour moi, je ne m'étais pas livré entièrement à Faye. Si merveilleuse qu'elle fût, elle n'aurait jamais compris. Nous le savions tous les deux, Alice et moi. J'avais besoin d'elle, dis-je, et dans un certain sens, elle avait besoin de moi, et de vivre l'un en face de l'autre. Bon, c'était, disons, commode, c'est tout. Mais je n'appellerais pas cela de l'amour. Ce n'est pas la même chose que ce qui existe entre nous. Elle baissa les yeux, regardant ses mains, le front plissé. Je ne suis pas certaine de savoir ce qui existe entre nous. Un sentiment si profond et si absolu que le Charlie qui demeure en moi est terrifié chaque fois qu'il semble y avoir la moindre chance que je fasse l'amour avec vous. Et pas avec elle? Je haussai les épaules. C'est pourquoi je sais que ce n'est pas grave avec elle. Cela n'est pas assez important pour que Charlie s'affole. « Superbe !» s'exclama-t-elle, et d'une suprême ironie. « Quand tu parles de lui comme cela, je le hais de s'interposer entre nous. Penses-tu qu'il te laissera jamais, qu'il nous laissera jamais? Je ne sais pas. Je l'espère. » Je la quittai à sa porte. Nous nous serrâmes la main, et pourtant, bizarrement, ce fut plus étroit et plus intime qu'un baiser ne l'aurait été. 27 juillet. Je travaille sans arrêt. En dépit des protestations de Faye, je me suis fait installer un lit dans le labo. Elle devient trop possessive et trop jalouse de mon travail. Je crois qu'elle pourrait tolérer une autre femme, mais non cette complète absorption dans une activité qu'elle ne peut pas suivre.
Je craignais que cela n'en arrive là, mais à présent je n'ai plus aucune patience vis-à-vis d'elle. Je regrette chaque moment volé à mon travail. J'en veux à quiconque tente de me prendre mon temps. Bien que la plus grande partie des instants que je passe à écrire soit consacrée à des notes que je garde dans un dossier séparé, de temps en temps, il faut que je mette mes pensées et mes états d'âme sur le papier, par pure habitude. L'analyse de l'intelligence est une étude passionnante. En un certain sens, c'est le problème qui m'a intéressé toute ma vie. C'est à cela que je dois appliquer toutes les connaissances que j'ai acquises. Le temps a maintenant pris une nouvelle dimension. Le travail et la concentration pour la recherche d'une solution. Le monde autour de moi et mon passé semblent lointains et déformés, comme si le temps et l'espace étaient une pâte molle qu'on peut étirer, mettre en boule, tordre et retordre jusqu'à ne plus la reconnaître. Les seuls objets réels sont les cages et les souris et l'appareillage de ce labo au 4e étage du bâtiment principal. Il n'y a plus ni nuit ni jour. Il faut que je fasse tenir toute une vie de recherche en quelques semaines. Je sais que je devrais me reposer, mais je ne le peux pas, jusqu'à ce que je sache la vérité sur ce qui va arriver. Alice m'est d'un grand secours à présent. Elle m'apporte des sandwichs et du café, mais elle ne me demande rien. À propos de mes perceptions, tout est net et clair. Chaque sensation exaltée et avivée au point que les rouges, les jaunes et les bleus resplendissent. Dormir ici produit un étrange effet. Les odeurs des animaux du laboratoire, chiens, singes, souris, m'entraînent dans un tourbillon de souvenirs, et il m'est difficile de savoir si j'éprouve une nouvelle sensation ou s'il me revient une sensation ancienne. Il est impossible de dire la proportion des souvenirs et de ce qui existe dans le présent, si bien qu'un étrange mélange se forme de souvenirs et de réalité, du passé et du présent, de réactions aux stimuli emmagasinés dans mes centres cérébraux et de réactions aux stimuli venant de cette salle. C'est comme si tout ce que j'ai appris s'était fondu en un univers de cristal qui tournoie devant moi de telle façon que je peux voir toutes ses facettes briller en splendides éclats de lumière. Un singe assis au milieu de sa cage me considère de ses yeux indolents. Il se frotte les joues avec ses petites mains fripées de vieillard. Et il saute au grillage de sa cage, grimpe pour se balancer au-dessus de l'autre singe assis qui regarde dans le vide. Il urine, fait ses besoins, lâche un P, me regarde et rit. Et il bondit, saute, rebondit en l'air, retombe, se balance, essaie d'attraper la queue de l'autre singe, mais celui-ci, penché sur la barre, la rejette, sans histoire, hors de sa portée. Gentil singe, joli singe, avec des yeux vifs et une queue agile. Puis-je lui donner une cacahuète? Non, hurle le gardien. L'écriteau dit de ne rien donner à manger aux animaux. C'est un chimpanzé. Puis-je le caresser? Non. Je veux caresser le chimpanzé. Tant pis, allons voir les éléphants. Dehors, une foule de gens au soleil se promènent en tenue de printemps. Algernon est couché dans sa saleté, immobile, et les odeurs sont plus fortes que jamais. Qu'en sera-t-il de moi? C'était Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. 13e partie. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.